Bonjour à tous et bienvenue sur Pulsation. Cet épisode a été réalisé au Salon Infirmier. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. Bonjour à tous et bonjour Magali. Bonjour. Donc on est au Salon Infirmier aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité. Pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter? Alors, je suis Magali Briane, je suis psychiatre et addictologue dans une clinique dans la banlieue proche de Lyon, à Écully. Auparavant, j'étais médecin du travail du personnel hospitalier, donc je me suis réorientée dans mon parcours. Et puis, j'ai développé actuellement, je suis le médecin coordinateur d'un hôpital de jour en santé mentale, Oui. donc, et j'ai développé depuis maintenant 5 ans une activité particulièrement ciblée sur les professionnels de santé. Voilà, comment accompagner les professionnels de santé. Donc, on accompagne les professionnels de santé qui ont des problématiques de santé mentale, soit au décours d'un burn-out, soit d'autres problématiques. Ok, j'ai déjà plein de questions que j'ai envie de te poser. Mais on commence toujours par la même question, c'est pourquoi la santé? Qu'est-ce qui t'a amené à la santé à la base? Je ne pourrais pas te répondre, je crois que j'ai toujours voulu Ouais. travailler dans la santé. C'est peut-être un petit peu suranné ce que je vais raconter, mais je jouais toujours au docteur avec mes poupées, voilà. Donc voilà, je sais pas, je me suis pas posé la question. J'ai toujours avancé avec cette envie de prendre soin des autres. Et alors pourquoi la psychiatrie? Parce que du coup, quand on imagine le docteur, c'est pas la spécialité qu'on pense en premier. Non, effectivement. J'ai un parcours un peu chaotique. En fait, j'ai commencé mon internat par un internat d'anesthésie-réanimation. Ah oui? Voilà, rien à voir. Non. Et puis, j'y ai rencontré des difficultés. Ça s'est pas très bien passé pour moi. Donc, comme ça ne se passait pas bien, tout simplement, je suis allée rencontrer mon médecin du travail de l'hôpital où je travaillais. Ok. Voilà, et j'ai rencontré quelqu'un qui était extrêmement motivé, qui avait envie de faire des choses. Et j'ai pris ce qu'on appelle un droit au remords pour aller faire de la médecine du travail. Ok. Voilà. Donc, D'accord. avec cette idée de travailler à soutenir les personnels hospitaliers par rapport à ce que j'avais moi vécu dans mon parcours, j'avais pas trouvé de solution. Donc, j'ai préféré quitter la spécialité. Ouais. Et donc, j'ai travaillé dans ce sens-là. Et puis, au bout de quelques années d'exercice, je me suis dit, bon, le médecin du travail travaille beaucoup plus, normalement, est le conseiller de l'employeur pour travailler sur les organisations. C'est pas si simple. Ouais. Voilà. Et je me suis dit, il y a des choses qui bougent pas parfois au niveau des organisations. Et j'ai envie d'aller peut-être aider les gens de façon plus individuelle. Voilà. Et c'est là que j'ai repris un cursus de psychiatrie, puis un cursus d'addictologie. Voilà. Et la vie faisant, je me suis retrouvée à retravailler au service des professionnels de santé. Au départ, je n'étais pas du tout partie pour ça, je crois. Quand j'ai refait mon cursus de psychiatrie, je me suis intéressée à ce qui intéresse habituellement les psychiatres, la schizophrénie. Voilà. Et puis, les choses se sont faites que tout simplement, après avoir exercé à l'hôpital public, en ESPIC, j'ai décidé d'aller m'installer en libéral. Et dans la clinique où je suis arrivée, donc là, c'était pour reprendre la coordination déjà de l'hôpital de jour. C'est la clinique où je suis toujours actuellement. Et quand je suis arrivée, j'étais très, très étonnée. C'était ce qu'on appelle un hôpital de jour qui prenait en charge la pathologie duel, c'est-à-dire l'association entre les troubles de santé mentale et l'addicto, la psychiatrie et l'addicto. Et donc là, j'étais très, très étonnée parce que j'avais dans la file active énormément de soignants. Oui. Et énormément de soignants dans des situations très dégradées. Donc, compte tenu de mon parcours, c'est venu ressusciter de l'intérêt. Et c'est comme ça que je me suis mise à travailler sur cette problématique-là et que j'ai ouvert ce dispositif particulier pour les soignants. Je vais me permettre un petit écart, mais je suis curieux j'ai du mal à comprendre humblement pourquoi la médecine du travail, c'est pas de la santé publique. Oui, moi non plus, je sais. J'allais dire moi non plus. C'est une forme de santé publique, je crois. Ouais. Mais le médecin du travail, c'est peut-être pas moi qu'il faut interroger. Il y a peut-être des gens qui sont plus au fait de ça aujourd'hui, mais il n'est pas là pour surveiller l'attention, pour faire de la prévention anti-cancer au terme de la santé publique telle qu'on l'entend actuellement. Il est là pour prévenir des pathologies en lien avec le travail. Voilà. Et les RPS, les risques psychosociaux en font partie. Mais il y a aussi tout ce versant cancéreux, mais en lien avec le travail. Voilà. Donc pour moi, c'est une forme de santé publique. Oui, parce qu'en fait, mais ça ne peut pas être que ça.
Non, ça peut pas être que ça, mais... Et vraiment, la spécificité, c'est que le médecin du travail, il connaît le milieu de travail, il connaît les exposants au travail, il connaît les expositions. Et puis potentiellement, il peut être un élément d'alerte sur les risques qui vont se passer à l'avenir. Enfin bon, c'est un autre sujet. Faudrait que j'ai un vrai médecin du travail pour en parler, je pense. Mais, tout à fait. En tout cas, c'est quelque chose qui me questionne. En fait, j'ai un combat, moi, qui est un peu de décloisonner. Oui, bien sûr. Parce que, quel que soit le sujet, hein, aujourd'hui, on sait rien, on travaille dans son service de chirurgie. Potentiellement, c'est la pneumologie qui est à côté. On n'a jamais poussé les portes pour aller voir comment ça se passe. De toute façon, et je pense que nombre des problèmes de la santé aujourd'hui viennent du manque de communication qu'on n'a déjà pas entre nous. Tout à fait. Ouais. C'est ces fonctionnements en silo qui sont quand même très très réducteurs. Ah oui. Ouais. Et du coup, quand tu as eu ta première expérience de médecine du travail, comment t'en es venu à faire ta spé en psychiatrie? Parce que c'était un besoin que tu avais identifié. Tu sentais que tu avais besoin de ces compétences-là supplémentaires? Oui. Je sentais que je me sentais cloisonnée, je me sentais limitée. Ouais. Le médecin du travail n'a qu'un rôle de conseil. Donc il y a un petit moment où moi, en tout cas, je l'ai ressenti comme une frustration. Voilà. Peut-être que d'autres ne le ressentent pas comme ça, mais dans mon fonctionnement à moi, j'avais besoin de quelque chose... comment dire, j'allais dire plus actif, mais c'est pas le terme parce que le médecin du travail est très actif, mais il y avait un... D'être plus interventionniste. Voilà, plus interventionniste, c'est tout à fait le terme, merci. C'est vrai que du coup, la médecine du travail, c'est quand même un pan, en fait, je vais dire c'est le parent pauvre de la médecine, mais en fait, je sais plus quel est le parent pauvre de la médecine entre la médecine du travail, la psychiatrie, tout ça, c'est des sujets qui sont très... Mon fils m'a dit, mon fils qui est jeune médecin m'a dit, maman, pourquoi tu choisis toujours les spécialités qui sont les parents pauvres? Je ne sais pas, je me suis pas penchée sur la question. Ça aurait peut-être l'anesthésie réa, ça aurait été peut-être un peu mieux. Voilà, c'était un petit peu mieux coté. Non, mais après, c'est un des messages aussi qu'on a envie de passer ici, c'est finalement, quand on est médecin, infirmier, aide-soignant, kiné, on a tellement de possibilités d'exercer son métier dans des conditions différentes qu'il faut en profiter en fait. Il ne faut pas hésiter à changer de voie, à aller se challenger, à aller chercher des missions ailleurs. Donc, alors là, moi je suis très bien en psychiatrie. Voilà. Non, si tu as trouvé ta place, tant mieux. Voilà, oui, l'avantage de la psychiatrie, enfin moi ce que j'aime en psychiatrie, c'est que c'est une façon de voir l'individu dans sa globalité. On n'est pas dans une discipline d'organes, on n'est pas... Voilà, et on va vraiment toucher vraiment l'intime des personnes. Et ça, c'est une sacrée richesse. Enfin, moi j'aime beaucoup cette spécialité. J'ai posé une question bête pour les gens qui nous écoutent, mais c'est quoi la différence entre un psychiatre, un psychologue, un psychothérapeute? Parce que je pense que pour le grand public, il y a des... Je pense que parfois, ils ont du mal à faire la différence. Oui, la formation. Le psychiatre est médecin et il se spécialise. Après son tronc commun d'externat, il va se spécialiser, faire un internat de psychiatrie. Et dans la psychiatrie, il y a même des surspécialités. Psychiatrie infanto-juvénile, on peut compléter avec de la dicto comme je l'ai fait. Enfin voilà. Le psychologue, il n'est pas médecin. Le psychologue, c'est une formation universitaire de 5 ans. Donc, comme il n'est pas médecin, il ne prescrit pas les médicaments déjà. Voilà. Et le psychothérapeute, c'est encore une autre formation qui n'est pas obligatoirement universitaire. Ok. Non mais c'est important je pense pour les gens que s'ils ont besoin d'aide, ils sachent où aller la chercher. Alors ce qui est important, et moi je fonctionne comme ça, c'est qu'on collabore tous ensemble. Moi je travaille dans mon équipe, donc je travaille avec une équipe de psychologues qui, quand ils sentent que c'est quelque chose qui ne les concerne plus, sur lequel ils n'ont pas la compétence d'intervenir, on envoie les patients. Et moi, de la même façon, quand je sais que c'est quelque chose qui sera mieux pris en charge, alors soit mieux pris en charge par un psychologue parce qu'ils ont développé d'autres compétences que les miennes, soit aussi aujourd'hui on est dans une pénurie de médecins psychiatres qui est vraiment très très importante. Donc on apprend à travailler avec nos collègues les psychologues, on apprend à échanger, à déléguer des actes. Et je crois que l'avenir de la psychiatrie est là d'ailleurs. Donc j'ai envie de dire que les gens ne peuvent pas se tromper quand les professionnels ont l'habitude de travailler ensemble. La première personne qu'ils vont rencontrer en fonction de leurs possibilités, de leur facilité d'accès, finalement, cette personne sera en capacité d'évaluer leurs besoins et de les réorienter vers la personne adaptée si ce n'est pas elle.
voilà, donc je ne crois pas qu'on puisse se tromper. Et de fait de cette pénurie de psychiatres, moi j'ai une peur pour vous, c'est que vous deveniez plus que des prescripteurs de médicaments en fait. Je me dis que les entretiens et les échanges vont être faits par les psychologues et que finalement les psychologues vous enverront en disant bah lui potentiellement il a besoin de telle thérapeutique, j'ai décelé telle ou telle pathologie et que vous soyez contraint de devenir... Moi, je crois que c'est à nous d'organiser notre façon de travailler. Voilà, donc moi, c'est ce que j'essaye de faire. Effectivement, je crois qu'aujourd'hui, le rôle... Alors, c'est une vision très personnelle, hein, mais le rôle du psychiatre n'est peut-être plus, compte tenu de cette pénurie, de faire des psychothérapies sur le long cours. Voilà. Mais on peut travailler en collaboration avec les psychologues et orienter. Moi, je renvoie rarement complètement les gens vers un psychologue. C'est-à-dire que je garde le suivi parce qu'on n'a pas la même approche, on s'enrichit, on enrichit la prise en charge de la personne à collaborer. Et je crois que c'est ces formes de collaboration qu'il faut pouvoir développer. Il ne s'agit pas de cliver les psychologues, les psychiatres, mais vraiment de dire on a chacun des complémentarités. Ce qui est important, c'est qu'on travaille en bonne intelligence et au-delà même de la bonne intelligence, en collaboration. Non mais ça c'est hyper important et quelle que soit la spécialité, hein, que ce soit de la santé mentale, de la santé somatique, peu importe, mais il faut aujourd'hui qu'on garde cette vision de on est une équipe au service du patient. Je crois beaucoup à la pluridisciplinarité, à la transdisciplinarité, encore plus dans notre spécialité, c'est vraiment important. D'autant plus que ce que je disais souvent, les soignants, ils partagent des valeurs, quel que soit le niveau d'études, le niveau d'expertise, la façon de travailler, l'approche. Les gens, quand c'est soignant, dans l'ensemble, on partage tous des valeurs de soins, d'avoir envie de se mettre au service des autres. Et ça, c'est important, il faut qu'on s'appuie sur ces valeurs pour qu'on se mette en lien tous ensemble et pour communiquer, parce qu'encore une fois, la clé, je pense, c'est la communication et travailler en réseau. Et ça, c'est top, en tout cas, de pouvoir s'appuyer sur des professionnels qui ont d'autres compétences qu'on n'a pas. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne peut vraiment plus faire autrement. Donc, je pense que c'est plus intéressant pour nous de construire le modèle qui va être le nôtre et de réfléchir à justement ces collaborations, comment on peut les organiser. Très bien. Et pour revenir du coup sur ton quotidien aujourd'hui, donc tu travailles beaucoup sur la santé mentale des soignants. C'est quoi aujourd'hui les principaux obstacles auxquels sont confrontés les soignants en termes de santé mentale? Alors, il y en a un, je vais avoir l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, hein, mais c'est la facilité d'accès aux soins. Quand on est soignant, on le dit, on le redit, on n'ose pas demander de l'aide. Voilà, on a cette représentation que le soignant doit être fort. Alors, pour de multiples raisons. Il y a un système très défensif psychiquement. C'est-à-dire que je pense que pour un soignant, s'il se sent vulnérable, je ne suis pas persuadée qu'il puisse continuer à aller travailler tous les jours. C'est ce qu'on appelle des stratégies défensives de métier. Voilà. C'est-à-dire que si tous les jours je me dis que c'est moi qui peux être dans le lit en face en train de souffrir, c'est un petit peu compliqué. Hein. Voilà. Donc, je parle de ça parce que je pense qu'il y a des choses qui se mettent en place individuellement. Il y a de l'évitement émotionnel, il y a de l'évitement collectif, il y a ces stratégies défensives de métier qui se mettent en place et qui font tout ça combiné que le soignant a beaucoup de mal à aller consulter. Il a aussi très peur de la stigmatisation. Il a très peur, moi j'entends parfois, de rencontrer ses propres patients. Voilà. Et tout ça est une très très forte limite à la demande de soins. Je pense que déjà, si ça était un petit peu facilité, on recevrait des soignants dans des états beaucoup moins dégradés. Oui, c'est vrai que le soignant, il a tendance à pousser les limites jusqu'au bout. Hein, et je dis ça, je le raconte pas souvent, mais moi, je suis tombé malade aussi en travaillant. Je travaillais en réanimation à un rythme assez intensif. À côté de ça, j'étais déjà infirmier-pompier et je faisais de la formation. J'avais des très grosses semaines. Et sur ce, j'ai eu la naissance de mon premier garçon. Et à la naissance de mon premier garçon, j'ai eu beaucoup de mal à retrouver la forme. Mais je me disais tous les jours, pas grave, allons travailler, jusqu'au jour où j'étais fatigué au point de m'endormir en réa à midi. Et là je me suis dit, il y a un vrai problème, il y a quelque chose qui se passe. Et là, je me suis mis à consulter. Mais j'ai pas consulté 3 mois avant parce que j'étais fatigué. J'ai attendu d'être au bout du rouleau
que mes proches s'inquiètent, que je m'endorme au travail pour dire bon bah là faut faire quelque chose. Ah ouais, tout à fait. Et ça je pense qu'il faut qu'on sorte un peu de ce cadre-là, de cette logique-là. Si on ne prend pas soin de nous, qui prendra soin des patients? Tout à fait. Et au-delà de cette question de la santé mentale, bon, qui est mon cœur de métier, il y a aussi des retards à la consultation pour les troubles somatiques. Ouais. J'ai une petite anecdote que j'aime bien raconter. Hein. J'ai le mari d'une de mes amies qui est chirurgien. Okay. Et un samedi matin, je passe voir mon ami et son mari était là qui me dit « Oh là là, j'ai super mal, là en bas du ventre. » Voilà, il me montre et je lui dis « Mais... tu crois pas que tu fais une appendicite ?» Alors lui, il est chirurgien orthopédique. Il me dit, bah, si, je crois. Je dis, bah, écoute, il me semble que tu es d'astreinte aujourd'hui, tu passes dans la clinique où tu bosses, tu vois le chirurgien viscéral, tu lui demandes ce qu'il en pense. Et il m'a répondu, et alors ça, c'est un truc qui est vraiment resté pour moi, il m'a répondu, ouais, mais attends, si c'est pas ça, je vais avoir l'air d'un con. Ouais. Voilà. Non, mais... Et j'aime bien citer cette petite anecdote parce que je crois qu'elle est très, très représentative de ce qui peut se passer dans la tête d'un soignant, parce qu'il est capable d'observer ce qui lui arrive. Il sait. Il sait avec sa tête. Hein, ce qui vient bloquer, c'est vraiment l'émotion, la peur. La peur, c'est une émotion. C'est pas comme si l'appendicite c'est compliqué à diagnostiquer, en vérité. Voilà. Donc, en fait, et pour la petite histoire, il avait une péritonite. Mais voilà, péritonite appendiculaire, voilà. Mais le soignant, il sait que s'il dort plus, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Il sait que s'il est irritable, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Mais c'est toujours compliqué d'aller voir un collègue et de dire la peur de se tromper, c'est tout à fait ça. C'est vrai qu'on pourrait penser qu'ils ont accès aux soins plus facilement, mais non, pas du tout. C'est l'inverse finalement. Cordonnier puis mal chaussé au final. Voilà, mais moi-même, pour aller voir mon médecin généraliste, j'attends toujours parce que je me dis, et si c'est ça, qu'est-ce qu'il va penser? Et si c'est rien, il va encore se dire que la psychiatre est stressée. Enfin, bon, voilà quoi. Hein. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on connaît tous et je crois que déjà c'est une des premières choses à laquelle il faut répondre. Et pour y répondre, c'est faut en parler. Il faut mettre des mots. Se dire, on en est tous là. Voilà. Oui, et je pense qu'il ne faut pas avoir de culpabilité, parce que moi j'en ai discuté il n'y a pas longtemps avec un ancien collègue qui est tombé malade aussi et qui disait que lui, il avait culpabilisé d'être absent du service pendant plusieurs... Enfin, il a été absent plusieurs mois. Mais ça, je l'entends tous les jours. Mais qui va reprendre mes gardes? Mais qui va être là dimanche? Je devais faire le week-end. Ça fait partie des choses que j'entends tous les jours. Il faut vraiment qu'on apprenne à se libérer de ça. J'ai une vraie question, parce que je l'ai vu aussi, en termes d'addicto, mais si je sais que c'est plus ton activité quotidienne. Moi, j'ai rencontré au cours de ma carrière des vrais problèmes d'addicto chez les soignants. Alors, je sais pas à quelle... Enfin, j'ai aucune donnée statistique sur les échelles et sur les mesures, mais le fait est que ça existe. C'est une grosse partie de l'activité de la santé des soignants ou pas tellement? Alors, ça, je ne vais pas dire que c'est une grosse partie, je vais dire que ça en fait partie. Parce qu'en fait, la consommation de produits, que ce soit des produits licites ou illicites, est un moyen d'apaiser les émotions, à la base. Voilà. C'est un moyen d'apaiser l'émotion. La personne se rend compte que ça fonctionne et petit à petit peut s'installer l'addiction biologique. Voilà. Là, il y a deux points particuliers chez les soignants. D'abord, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions. Voilà. La première chose, c'est qu'on est, en tant que soignant, en permanence exposé à de l'émotion. Donc, ça va générer chez nous nos propres émotions et ça peut être un outil qui permet de s'apaiser. À côté de ça, il y a aussi tout simplement la facilité d'accès. Alors, pour l'alcool, on n'a pas plus de facilité d'accès que quelqu'un d'autre, mais les produits qu'on trouve dans les blocs opératoires, l'accès aux benzos, c'est bien entendu très facilité chez des soignants. Donc c'est pour ça. Mais effectivement, il y a une surreprésentation des conduites addictives chez les soignants. Je n'ai pas le chiffre exact. Il y a plusieurs études qui sont sorties. Il y a une étude qui montrait que un médecin, alors c'était ciblé médecin, un médecin sur 4 avait un trouble de l'usage d'alcool. Voilà, c'est large, un trouble de l'usage d'alcool.
Il y a des études qui sont sorties chez les jeunes professionnels. Là encore, j'avais vu une étude du syndicat des jeunes chirurgiens viscéraux qui montrait là aussi une consommation, alors là, de stupéfiants qui était voilà, très impressionnante. Non, il y a effectivement une surconsommation. Ouais, et puis c'est pour ça, effectivement, on a une facilité d'accès à toutes ces substances-là, qui sont Voilà. les formes morphiniques, les benzos. Bien sûr. Et puis, comme c'est des produits qu'on utilise au quotidien, je pense qu'on les dédramatise aussi. Moi, j'ai déjà entendu... ah bah si t'as un peu mal au dos, va prendre ton Valium. Bien sûr. Et je pense que comme on les utilise tous les jours, je pense qu'on les dédramatise peut-être un peu trop. Je pense que la tête se sert aussi de ça, parce que quelque part, on sait aussi la question des troubles addictifs. C'est peut-être la bonne excuse. Voilà, voilà. Ouais. Hein, la tête va banaliser effectivement pour ne pas trop regarder ce qui est en train de se passer. Ouais. Et puis, il y a la consommation aussi qu'on trouve beaucoup de cocaïne. Ah oui. Voilà. Oui, parce que la cocaïne, avec son côté psychostimulant, va aider les professionnels qui sont en surcharge à rester. Voilà. Alors voilà. Donc, non, mais c'est vrai que c'est des vrais enjeux. Moi, j'ai rencontré des professionnels qui m'ont dit moi, j'ai rien testé que j'ai pas fait à mes patients. Alors, en fait, tu es réanimateur, tu fais de la kétamine, de la morphine, du sulfentanyl tous les jours, c'est-à-dire que tu as tout essayé. Je veux dire, et c'est pas un jugement, hein, c'est un constat, c'est que. Malheureusement, c'est un peu dramatisé. Hein. Quand on va dans les internats, des fois, certains jeux plus que limite, des choses comme ça. Il y a des choses vraiment, il faut qu'on pense à retourner à l'essentiel. Et puis surtout, il faut qu'on puisse accompagner toutes ces personnes, hein, parce que l'addiction, c'est une vraie maladie. Oui. Voilà, non, on ne s'en sort pas comme ça. Donc il faut là encore, il y a des peurs de stigmatisation. Donc là encore, il faut qu'on puisse flécher des parcours spécifiques pour les professionnels de santé, je crois. Ça amène ma question suivante. Si moi, demain, en tant que professionnel, je sens que j'arrive plus à dormir, que j'ai du mal à manger, que c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, je sais qu'il existe des hotlines, mais elles sont pas tellement diffusées. C'est quoi les recours aujourd'hui pour les professionnels, leur médecine du personnel? Alors oui, pour ceux qui sont salariés, voilà, parce qu'il y a beaucoup de professionnels libéraux qui vont pas mieux que les salariés. Hein. Les chiffres là sont unanimes. Effectivement, il y a plusieurs points d'accès. Il y a les hotlines dont tu parlais, il y a les médecins du travail, il y a les médecins généralistes, il y a des psychologues, des psychiatres. Ce qui est important, c'est que chacun puisse trouver le point d'entrée qui va être le plus simple pour lui. Voilà. Et quand est-ce que je dois venir, quand est-ce que je dois t'appeler? Est-ce que juste j'ai un peu de mal à dormir et je suis un peu tracassé, ça suffit pour t'appeler? Moi, je crois que oui. Voilà, on fait un point, on voit, soit c'est passager, soit on donne quelques conseils et la personne repart tranquillement avec ses conseils, soit là on va au contraire évaluer qu'il y a quelque chose de plus problématique et là on va faire rentrer la personne dans un parcours de soins qu'on va discuter avec lui. Si je t'appelle et que j'ai pas besoin d'un parcours de soins, c'est pas grave? Ben non, c'est pas grave. Il vaut mieux même. Hein. Voilà, plutôt que de voir, c'est ce que je te disais tout à l'heure, des gens qui arrivent dans des situations vraiment catastrophiques parce qu'ils n'ont pas osé, justement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui pour la santé mentale? Alors là, c'est un peu plus global, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que la santé mentale, ça commence à être un peu mis en avant, mais ça reste toujours un sujet qui est tabou pour la plupart des gens. Quand on parle santé mentale, on passe tout de suite à schizophrénie, et alors que c'est bien plus vaste, hein, la santé mentale, et que moi je trie, j'ai un papa qui est psychologue, donc j'ai été comment dire acculturé à la santé mentale et à l'importance de l'esprit et de la relation entre l'esprit et le corps, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les gens s'intéressent plus à leur santé mentale? Je pense qu'il faut en parler, il faut déstigmatiser. Effectivement, alors parfois on entend de tels termes. Tu me parlais de la schizophrénie. Aujourd'hui, heureusement, en repérant précocement cette maladie, on va pouvoir intervenir bien plus précocement et elle va avoir un retentissement bien moins important que ce qu'on a pu avoir par le passé. Donc je crois qu'il ne faut pas non plus stigmatiser la schizophrénie. Et parfois dans les discours,
dans les discours, on entend, c'est même complètement banalisé, on entend dire c'est complètement schizophrène. Pour moi, ça veut rien dire. Voilà. Ouais. Et non seulement ça ne veut rien dire, parce que ça ne représente pas du tout la réalité de la maladie, mais en plus, ça, c'est quelque chose de stigmatisant, parce qu'on ne va pas l'utiliser donc, à bon escient, et on va l'utiliser souvent dans des circonstances qui ne sont pas très valorisantes pour ces personnes. Voilà. Donc, je pense que déjà, la première chose, c'est qu'il faut qu'on puisse témoigner, comme on le fait aujourd'hui, de ces questions de santé mentale, des difficultés qu'on rencontre chacun. Enfin, qui n'est pas impacté par cette problématique de santé mentale, qui n'a jamais souffert, qui n'a pas d'émotions, qui ne se sent pas par moments dépassé par ses émotions. Moi, j'avais vu une statistique, mais qui date un peu, parce que c'est quand à l'époque où je bossais aux urgences. Et l'étude disait qu'il y avait plus d'une personne sur 10 qui avait besoin d'un suivi de santé mentale. Donc c'est énorme hein, sur l'échelle de la population. Après, sauf qu'aujourd'hui, je pense qu'on est à 1 sur 1000. Bien sûr, mais en santé mentale, comme dans les autres dimensions de la santé, je pense qu'il faut réfléchir à une gradation des soins. Hein, on parlait tout à l'heure de l'interaction et de la collaboration psychologue, psychiatre. C'est ça la gradation des soins. Il y a des choses qui vont se résoudre tout simplement avec le psychologue, en psychothérapie. Il y a des choses qui vont avoir besoin d'une psychothérapie et d'une prise en charge médicamenteuse. Il y a des choses qui vont avoir besoin d'une évaluation plus médicale. Voilà, il faut effectivement, en santé mentale, qu'on déstigmatise et qu'on réfléchisse ensemble à la gradation des soins. Et puis, on avait parlé au téléphone quand on s'est eu avant cet entretien, mais dans la centrale, comme tous les autres points de la médecine, moi j'ai très peur des gens qui sont sûrs d'eux. Parce qu'on se rend compte que ça évolue à des vitesses qui sont folles, que les études sont de plus en plus avec l'avènement des neurosciences, là on fait de plus en plus belles imageries, donc on approfondit vraiment la santé mentale. Mais il faut rester humble dans le fait qu'on comprend toujours pas grand chose. On comprend, je sais pas, j'ai pas de chiffres. J'ai déjà lu une fois qu'on comprenait 5% du fonctionnement du cerveau. Mais de toute façon, en médecine, de façon générale, je crois qu'il faut savoir rester humble. Voilà. Ce qui était validé à un certain temps va devenir quelque temps obsolète parce que la science évolue, parce qu'on avance dans la compréhension des mécanismes. Voilà, par contre, c'est très très important de rester, de se former en permanence et de rester à l'écoute de toutes ces nouvelles choses. Ouais, mais ça, tu viens de dire un truc important, c'est la formation continue. Hein. Je pense que c'est important d'aller se renseigner, d'aller chercher l'information la plus fiable possible, parce que c'est loin d'être scientifique possible. C'est ça. Parce que il y a tellement de choses à explorer encore sur la relation entre le corps et le cerveau, les interactions hormonales et tout ça, parce que finalement, quand on approfondit un peu, on se rend compte que à chaque fois qu'on touche du doigt quelque chose, on dit ah ça on s'en est pas rendu compte. Mais en fait on découvre de l'alimentation, on en parle beaucoup en ce moment, de l'environnement, de la prévention. En santé mentale, on sait très bien l'importance mine de rien, des premières années de vie. Hein. On va se façonner notre personnalité entre 0 et 15 ans. Alors bien sûr, ça bouge derrière, mais le gros du travail, il est fait à ce moment-là. Donc il y a des choses à développer. D'ailleurs, c'est une question bête, mais quand tu as des patients en entretien, est-ce que tu te permets d'agir sur peut-être l'environnement, tu as des conseils autour de ça aussi, pas de leur prise en charge à eux, mais peut-être de leur alimentation, de leur activité physique. Bien sûr. Mais on travaille de façon assez holistique. Alors, tu parles de l'activité physique. Aujourd'hui, c'est validé que l'activité physique est quelque chose qui est un traitement en santé mentale. En santé tout court, voilà. Donc ça, effectivement, nous, dans les programmes qu'on a développés, il y a une part d'activité physique. L'alimentation, c'est la même chose. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de recherches en psychonutrition, le microbiote dont on entend tous parler. Et ça, ce sont des choses très simples, finalement. Oui, c'est ça, en fait, c'est à la portée de tous. À la portée de tous. C'est ce dont on disait un peu plus tôt, c'est que l'importance de la vulgarisation de tous ces contenus-là pour que les gens aient accès à l'information. En fait, c'est ça les enjeux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès à l'information et j'ai vu il n'y a pas longtemps, alors c'était un post sur LinkedIn, je crois, qui parlait de dépression et qui disait que pour soigner la dépression, il fallait faire tout ce que tu n'avais pas envie de faire quand tu es dépressif. C'est-à-dire te remettre à manger bien, cuisiner, se remettre à faire de l'activité physique. Sortir pour aller rencontrer des gens. Voilà. Et en fait, c'est ce qu'on appelle de l'activation comportementale. Voilà. Et effectivement, les résultats d'activation comportementale sont très très intéressants et on travaille avec ces outils-là. Donc c'est beaucoup de... Aujourd'hui, ton quotidien, il se décompose comment ?
Ah, alors mon quotidien, il est un petit peu compliqué aujourd'hui. Parce que j'ai plusieurs activités. Hein. Donc j'ai ma consultation libérale. Oui. Je suis coordonnatrice de l'hôpital de jour dont je te parlais, hein, voilà, en santé mentale. Et puis depuis quelques mois maintenant, j'accompagne le groupe Ramsay Santé sur le développement de ces hôpitaux de jour et de consultations spécifiquement dédiées aux soignants. Voilà. Donc ça, on m'a proposé, à partir de l'expérience lyonnaise que j'avais, d'accompagner le groupe sur ces deux dimensions. Donc j'ai bien sûr accepté. Oui. C'est une façon de vulgariser pour moi ma façon de travailler, ma vision de la santé mentale. Voilà. Et toi qui es dans le milieu, il y en a beaucoup des services comme ça dédiés aux soignants? Alors, en hôpital de jour, il y en a très peu. J'ai la chance de les connaître parce que, autre casquette, je suis aussi vice-présidente de l'association SPS, Soins professionnels de la santé. Et l'association a essayé comment dirais-je, aide-moi, de répertorier, pardon. De répertorier tout ce qui existait justement pour venir en aide aux soignants. Et donc, il y a une quinzaine d'unités dédiées qui existent sur le territoire français. Pour une très grande partie des unités d'hospitalisation. Voilà. Et notamment, le groupe Ramsay Santé a une clinique complètement dédiée près de Mâcon aux soignants. Voilà. Donc, moi, j'essaye de travailler sur un modèle ambulatoire. Parce que voilà, c'est ma façon de travailler. Je pense que ça peut présenter des freins pour un soignant d'être hospitalisé tout de suite. Alors, ces unités-là ont vu le jour à un moment où, comme je te disais, c'était avant la crise sanitaire pour la plupart, on accueillait des gens dans des situations très dégradées. Donc, il y avait besoin d'hospitalisation. Et puis, ces gens-là voulaient bien se faire soigner, mais à distance de leur lieu d'exercice, pour ne pas croiser leurs patients. Donc, quand c'est à distance de ton lieu d'exercice, tu es obligé de dormir sur place. Voilà. D'où l'idée de ces créations d'unités dédiées d'hospitalisation complète. La crise sanitaire est passée par là. Bon. L'un des avantages de la crise sanitaire, c'est qu'elle a permis de mettre en évidence toutes ces difficultés des soignants. Donc, c'est moins confidentiel, les gens en parlent un petit peu plus. Et aujourd'hui, le fait d'en parler un petit peu plus, de déstigmatiser, fait que les soignants, alors pas tous encore, mais fait que pour certains soignants, il est plus simple de venir nous rencontrer et de se faire soigner à proximité de chez eux. Moi, je crois plutôt à ce modèle-là parce que ça permet de ne pas désocialiser les gens, ça permet de les maintenir dans leur environnement. Bon, voilà, ça c'est ma vision personnelle. Après, ça peut avoir un intérêt pour certaines pathologies, certaines situations, certains patients de les sortir de leur environnement. Je crois qu'il faut les deux. Oui, c'est ça. Voilà. Et même, il faut davantage. Il faut les consultations spécialisées dont je te parlais. Il faut des modèles de soins ambulatoires renforcés comme le sont les hôpitaux de jour. Et il faut des unités d'hospitalisation complète. Voilà, tout simplement. Tu sais où il est cette institution-là où il n'y a que les soignants qui... Oui, c'est à côté de Mâcon, à Louhans. Ça s'appelle la clinique Le Gouze, uniquement dédiée aux professionnels de la santé. Je ne savais pas que ça existait et je pense que c'est Alors, ce sont des choses qui existent aussi, par exemple, pour les policiers. Voilà, les policiers ont un centre d'addictologie qui leur est spécifiquement dédié, par exemple, probablement pour les mêmes raisons. Voilà, le pas d'envie de rencontrer les gens qu'on croise dans le cadre professionnel, ça s'entend aussi pour eux. Voilà. Non, et puis c'est pareil aussi, du coup ils sont confrontés tous les jours aux substances, machin, et du coup ils ont une facilité d'accès. Et ils sont confrontés tous les jours à de la souffrance, à des choses très très dures, voilà. Donc effectivement, ils ont les mêmes problématiques. Et comment on pourrait, dès l'école, alors nous on parle des soignants parce qu'on est soignants, mais je pense même là aux policiers, aux pompiers, sensibiliser les gens, parce que je pense que c'est un travail qu'il faut faire tôt à leur santé mentale. On sait que... Moi, je prends mon expérience personnelle. Mes premières gardes de pompiers, j'avais 17 ans. On m'envoyait ouvrir des portes, je tombais sur des corps qui étaient là. J'ai accueilli beaucoup de pompiers dans mon unité. Ouais, mais j'en doute pas une seconde. Et en fait, on n'est jamais préparé à ça. Non. Et c'est pas toujours débriefé derrière. Et c'est même rarement débriefé. Voilà. Alors, tout va. Moi, j'ai la chance d'avoir une
collection d'uniformes, parce qu'entre militaires, pompiers, c'est des endroits où la santé mentale c'est vraiment tabou. Un militaire dire qu'il va pas bien, qu'il dort pas bien, ou qu'il a vu ça et que ça l'a dérangé, aller voir l'infirmier ou un psychiatre ou un psychologue pour ça, c'est la honte ultime, quoi. C'est comment on peut faire pour dédramatiser ça, parce qu'on sait qu'il y a, enfin, moi j'en connais des militaires qui sont partis en mission alors qu'ils avaient un PTSD de la mission précédente et qui repartaient. Donc c'est militaires, policiers, gendarmes, pompiers, tous ces gens-là qui sont axés à ces métiers où ils ont de services publics mais qui ont des grosses charges émotionnelles. Comment on pourrait les sensibiliser dès le plus jeune âge dès l'école? Tu as raison, il faut en parler dès l'école. Il faut normaliser cette souffrance. Il faut la déstigmatiser, il faut que chacun raconte son histoire aussi. Voilà, parce qu'entendre ton cadre dire que lui aussi là, il souffre quand il voit quelqu'un qui est en fin de vie, que ça fait partie des choses qui vont t'aider ensuite à pouvoir faire appel, à pouvoir déjà accepter de reconnaître ce que tu ressens. Première étape, reconnaître. Donc en fait, effectivement, moi je souhaiterais, je fais un rêve parfois, c'est que les programmes tels que nous, on les utilise pour soigner, puissent être utilisés et adaptés pour prévenir. Et ça, c'est dès l'école. Il y a une partie qui est très théorique, où il faut apprendre ce que c'est qu'une émotion, il faut expliquer ce que c'est qu'un PTSD, il faut expliquer que nos métiers nous exposent à ça. C'est scientifiquement prouvé, on le sait. D'ailleurs, le PTSD, par contamination, fait partie du DSM-5. Voilà, pour les soignants et les policiers, les pompiers. Le DSM-5, c'est la catégorisation des pathologies. Donc, c'est validé. Je pense qu'il y a cette dimension-là. Et puis après, il y a toute une démarche plus expérientielle à faire sur nos émotions. On est des générations, alors toi tu es plus jeune que moi, peut-être différent, tu me diras, mais on est des générations, on a appris, tu vas pas pleurer, mets tes émotions dans la poche avec ton mouchoir par-dessus, et puis même pour les garçons, arrête de pleurer quand tu es une fille. Ça c'est, voilà. Et je pense qu'on est des générations où l'émotion était quelque chose qu'il fallait cacher. Alors que l'émotion, c'est une vraie richesse. Oui. Enfin, l'émotion. C'est une partie de nous. On peut pas le choix de faire avec, quoi. On peut pas. Alors, il faut faire avec, mais surtout l'émotion, c'est. Moi, j'aime bien utiliser une métaphore pour expliquer ça à mes patients. C'est la métaphore du tableau de bord. Quand tu conduis, que tu as un petit voyant rouge qui s'allume sur le tableau de bord de ta voiture, qu'est-ce que tu fais? Je m'arrête. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais? J'espère connaître le voyant en question et sinon je vais chercher un professionnel pour voilà. Et tu regardes ce que ça veut dire de ta voiture. Est-ce qu'elle manque d'huile? Est-ce qu'elle manque d'eau? Enfin, tu vois, voilà. Mais tu vas en tenir compte. Si tu n'en tiens pas compte et que tu continues à rouler, grosse panne. Ça va casser. Voilà. Mais nos émotions, c'est la même chose. Nos émotions, c'est les petits voyants rouges du tableau de bord. Elles veulent dire des choses. J'aime bien l'image. Elle est chouette, hein. Ça veut dire des choses de nous. Par exemple, la peur veut dire que je ressens un danger. Ça ne veut pas dire qu'il y a un danger. Ça veut dire que je ressens un danger. La tristesse veut dire que je ressens qu'il y a une perte pour moi. La colère veut dire que je ressens qu'une situation est injuste. Tu vois, chaque émotion a sa signification. Sauf que dans la vraie vie, on nous a appris, mets ça dans ta poche avec un mouchoir par-dessus. Donc, on ne regarde pas les voyants rouges. Et qu'est-ce qui se passe? Grosse panne. Voilà. C'est ça qu'il faut faire comprendre aux gens et il faut plutôt développer la capacité à regarder ce que mon émotion veut dire de moi en ce moment. À l'instant T, je ressens ça. Ok, qu'est-ce que ça veut dire de moi? Qu'est-ce qui se passe en moi pour que je ressente ça? Et là, ça va me permettre d'avoir une stratégie d'adaptation. Tu vois? Et en fait, on apprend l'inverse. Donc, c'est ça qu'il faut mettre dans les écoles. Voilà. Alors, à savoir quand même que, par exemple, l'éducation nationale, mais c'est des petits programmes pilotes, dans certaines écoles pilotes, autour de l'éducation à ces émotions avec des tout petits. Donc, on peut espérer que les générations futures seront un petit peu plus réceptives à ça. Mais déjà, si là, dans nos écoles de professionnels, on pouvait mettre cette éducation aux émotions, ce serait juste super. Non, ce serait super. Et puis les émotions, c'est une vraie utilité d'alarme, entre guillemets, de savoir ce qui se passe, mais ça a une vraie réponse aussi somatique et physiologique de l'organisme. Et quand on apprend à décrypter les conséquences de chaque émotion, ça devient un sujet hyper passionnant. Bon, encore une fois, on retombe dans les méandres, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas, mais on se rend compte qu'il y a des vrais intérêts aussi physiologiques
Et quand on fait le lien entre le corps et l'esprit, on ne peut pas s'empêcher de continuer d'aller explorer. Enfin, c'est un sujet moi, que je trouve hyper intéressant et passionnant, qui est parfois beaucoup trop complexe et difficile d'accès. Tout à fait. Mais là où je peux témoigner, c'est qu'en fin du parcours qu'on propose aux soignants, les gens me disent toujours « mais si on m'avait dit ça plus tôt ». Voilà. Et c'est ça que je voudrais qu'on retienne, c'est qu'effectivement, il faut expliquer cette question des émotions, cette question de l'exposition émotionnelle accrue que nos professionnels ont pour qu'ils puissent, non pas s'enfuir en courant, mais pour qu'ils puissent apprendre à faire avec ça. Et à savoir dire, ah ben tiens, là, je suis un peu, là, je suis en alerte, par exemple. Est-ce que j'aurais pas un PTSD? Là, j'ai beaucoup de manifestations d'anxiété. Est-ce que je suis pas un petit peu au-delà pour ce qui concerne le stress que j'ai en ce moment? Enfin, tu vois, il y a beaucoup de choses comme ça et je crois qu'on éviterait beaucoup de situations catastrophiques. Oui, et puis je crois même qu'on arriverait à améliorer le quotidien de la santé mentale hors maladie et hors pathologie. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que les gens, ils accéderaient plus facilement à leur... je sais pas comment on peut appeler ça, j'ai le bonheur qui m'est venu, mais je sais pas si on peut parler de bonheur, mais en tout cas, un état de stabilité mentale, quand on comprend un peu mieux le fonctionnement des choses. Alors moi, je parlerai pas de bonheur. Voilà, parce que l'être humain est fait comme ça, il a des émotions, il a des émotions pas toujours sympas. Si tu regardes les 5 principales émotions, il n'y en a qu'une qui est sympa. Là. Tristesse, colère, dégoût, peur et joie. Voilà, donc il n'y en a qu'une. Ça veut bien dire les... voilà. Mais ce qui est important, c'est comment on va chercher la joie. C'est comment on va gérer ça. Si je fais ce qu'on appelle techniquement de l'évitement expérientiel et que je vais chercher à ne plus jamais avoir peur, je vais restreindre mon champ d'action. Et c'est là que je risque de rentrer dans la pathologie. Parce que c'est comme ça que des gens arrivent à ne plus jamais sortir. Et c'est là que je rentre dans la pathologie. Donc, d'où l'intérêt de leur dire, ok, t'as peur. Ok, c'est ça, c'est de la peur. Est-ce qu'elle est adaptée, pas adaptée? Est-ce qu'elle est trop intense, pas trop intense? Qu'est-ce que je peux faire pour la faire diminuer? Il y a des techniques à la fois cognitives, à la fois émotionnelles. On a toute une boîte à outils pour travailler ça. Mais les gens ont une représentation de la santé mentale qui aujourd'hui n'est plus adaptée et qui ajoute à cette peur de consulter et de demander de l'aide. Voilà. Si on pouvait admettre que effectivement, on est tous à un moment ou à un autre dans notre vie confrontés à de la tristesse, pas obligatoirement à de la pathologie, mais à de la tristesse, à de la peur, et qu'il faut qu'on apprenne à faire avec ça et à s'auto-apaiser. Je pense qu'on aurait beaucoup moins de problèmes. Et puis je profite que tu abordes le sujet. C'est pas parce qu'il y a des émotions et parfois négatives que tout doit se médicamenter aussi. Mais pas du tout. C'est pas obligatoirement de la pathologie. Les émotions sont inhérentes à la condition humaine et à la vie. Donc voilà, faut pas avoir peur de tout psychiatriser ou de tout psychologiser. Déjà, on peut venir consulter juste pour entendre ce qu'on est en train de se dire. Et je crois que parfois, ça suffit. Tu vois, tu me parlais tout à l'heure, on parlait gradation des soins. Parfois, ça suffit aux gens d'entendre ça. Ok, je suis triste en ce moment, je viens de perdre un proche, je suis triste. Ok, c'est normal, c'est pas une maladie. Et je dis ça parce que je vois beaucoup trop souvent des gens qui sont tristes, qui vont chez leur médecin traitant et qui les met sous antidépresseurs parce qu'ils sont tristes parce qu'ils viennent de perdre leur épouse, alors que ça fait partie, entre guillemets, de la vie. Et on entre, enfin, j'ai peur qu'on arrive dans une ère où on médicamente tous les problèmes de l'homme. Il a un petit bobo au doigt, on va lui donner des antidouleurs. Il est triste parce qu'il a on va lui donner son antidépresseur. Moi, je me suis énervé, pas énervé, mais j'ai une petite cousine qui vient d'être réglée, qui va chez son médecin traitant. Le premier réflexe du médecin traitant, c'est de lui mettre des antidouleurs. Elle a pas dit qu'elle avait mal, juste elle a été réglée. Le premier réflexe, ça a été de mettre des antidouleurs. Peut-être qu'elle en aura besoin, c'est pas le sujet. Mais il faut qu'on sorte de cette... Tout ne se soigne pas que par du médicament. Tout à fait. Mais par contre, parfois, le médicament est nécessaire. Mais c'est un outil parce qu'on doit mettre à disposition. On voit aussi des gens qui n'osent pas venir consulter parce qu'ils ont peur qu'on leur prescrive des médicaments. C'est marrant, parce que moi, de mon point de vue, j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse. J'ai l'impression que les gens, ils vont chercher les médicaments. Non.
Ah, Alors ouais. peut-être une certaine catégorie de population, Ouais, je sais pas, mais moi j'ai surtout des gens qui me disent non, je ne veux pas de traitement antidépresseur, ça va changer ma façon de penser. Alors j'en profite pour dire que c'est pas tout à fait ça. Voilà, mais non, au contraire, on a des gens. Alors moi je pousse pas à la consommation. Effectivement, on prend le temps d'en discuter. C'est rare qu'on ait l'urgence de prescrire dès la première consultation, sauf certaines pathologies. Hein. Oui. Mais sinon, on peut prendre le temps d'évaluer, d'accompagner, de voir comment ça se passe déjà avec d'autres mesures mises en place. Voilà. Ouais. Bon, bah, très bien, merci. Si les gens qui nous écoutent, ils ont une question sur la santé mentale ou sur les soignants, où est-ce qu'ils peuvent te l'adresser? Est-ce qu'ils peuvent te retrouver quelque part? Ils peuvent me trouver sur LinkedIn, déjà, voilà. Ouais. Et puis sinon, dans la clinique où je travaille, Ok. voilà, ils peuvent aussi me contacter. Okay. Pour terminer, est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager, quelque chose que tu as vécu, une situation qui t'a marqué autour des gens que tu as accompagnés? Écoute, j'ai envie de dire que c'est mon quotidien, tout nous marque. Hein. J'ai pas d'anecdote qui vient comme ça. Si, une petite que j'aime bien citer quand je sensibilise à la peur de la stigmatisation des soignants. Une dame que je suis qui n'habite pas Lyon, voilà, parce qu'elle préfère consulter loin de chez elle, et qui, sur la première consultation, m'avait écrit avant. Et alors, c'est une anecdote qui me touche beaucoup, hein, parce qu'elle renvoie à la souffrance de cette dame. Elle m'avait dit, je mettrai un chapeau, j'aurai un masque, si je croise, j'aurai un manteau bleu marine, ne m'appelez pas par mon nom dans la salle d'attente. Enfin, voilà. Et je cite cette anecdote parce que, enfin, c'est pas une anecdote. Enfin, j'aime pas le terme anecdote, excuse-moi. Non, mais il n'y a pas de... Voilà. Ce que je veux dire, c'est que je cite cette réalité parce que ça vient témoigner de la souffrance des gens. Et ça, c'est quelque chose qui me motive à essayer d'y répondre. Et c'est pour ça que le dispositif que j'ai créé, il est très simple d'accès. Voilà, il suffit de téléphoner, il suffit de mettre un mail et on accueille. On ne demande pas d'aller d'abord consulter son médecin traitant, d'aller d'abord... Parce qu'on sait à quel point c'est compliqué pour les gens de faire appel à nous. Voilà. Donc il faut faciliter les accès. Une facilité d'accès. Je pense qu'il faut que tous qu'on travaille à la facilité d'accès parce qu'il faut qu'on entende... Alors là, je parle des soignants, mais je pense que c'est pareil pour d'autres personnes en santé mentale. On n'est pas facilement accessible, ou en tout cas, c'est la représentation que les gens ont de nous. Et je crois qu'il faut qu'on travaille à déstigmatiser tout ça. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour ce moment et ce partage, c'est très agréable. Et ben, au plaisir de la suite, et puis à très bientôt. À bientôt.